Je vais essayer de vous présenter une recherche qui s'est faite en deux étapes. Deux étapes séparées de pratiquement 15 ans. Alors la première étape, je l'ai faite tout seul, et il s'agissait d'observer, d'analyser la conduite de régleurs, donc des professionnels, en plasturgie, qui avaient à traiter des problèmes que j'avais montés sur un simulateur. Donc voilà, et 15 ans après, Jean-François Richard est venu me chercher et on a constitué une équipe pluridisciplinaire avec comme objectif principal, c'était pas tout à fait le mien, c'était la modélisation de l'activité des opérations, avec deux approches, une approche par les contraintes et une approche par les connaissances, avec Jean-Marc là-bas, qui viendra, je pense. Ah ben voilà, il est là. Donc on a repris un peu les choses et je vais vous présenter les deux étapes. La première étape, en fait, on peut considérer ça comme une analyse de la tâche. Et puis la deuxième étape, comme on dit en ergonomie, c'est une analyse de l'activité. Alors la première étape, l'analyse de la tâche, ben voilà, une presse à injecter, qu'est-ce que c'est? Bon, vous avez un petit schéma là, à droite vous avez la partie dosage et chauffage, et à gauche vous avez un moule dans lequel la matière plastique est solidifiée. Autrement dit, à droite ça chauffe et à gauche ça refroidit. Il y a 4 étapes dans la fabrication d'un produit. On dose, on injecte, on maintient sous pression, et ensuite il y a un moment de refroidissement avant d'éjecter la pièce et de recommencer. Il s'agissait de presse à commande numérique avec, on le verra, un clavier et un écran. Alors, pour présenter l'analyse de la tâche, je vais utiliser une théorie qui est chère à Gérard Vergniaud, la théorie des champs conceptuels. Avec l'idée, mais qui m'est venue assez tardivement d'ailleurs, en didactique professionnelle, c'est qu'il n'y a pas que des champs conceptuels disciplinaires. Il y a aussi des champs conceptuels professionnels. Si on en croit Gérard Vergniaud, un champ conceptuel, c'est deux choses. C'est un ensemble de situations qu'on traite par une série d'opérations. Alors on prend toujours l'exemple des structures additives, donc on fait des additions et des soustractions. Et c'est aussi un ensemble de concepts et de théorèmes dont l'analyse permet de montrer que c'est des problèmes mathématiques. Alors moi je résume ça en disant un champ conceptuel, c'est 4 choses. C'est des concepts, c'est des problèmes, c'est des opérations et c'est des situations. Mais on s'aperçoit que dans le réglage de presse à injecter, les régleurs ont pour principal travail de corriger des défauts sur les produits. On a les 4 éléments. Alors on a d'abord des concepts. Alors moi j'ai appelé ça des concepts pragmatiques. Il y en a 2 principaux qui servent vraiment à faire le diagnostic de la situation au moment précis où on agit. Il y a le concept de bourrage. C'est un concept pragmatique. C'est repérer l'état d'équilibre ou de déséquilibre entre la partie injection et la partie maintien. C'est-à-dire au moment où on commute de l'injection au maintien, on essaie de regarder si c'est équilibré ou pas. C'est ce que les professionnels appellent le bourrage. Il y a un deuxième concept qui est plus scientifique, celui-là, mais qui est pragmatisé, c'est-à-dire qu'on l'utilise pour diagnostiquer l'état de la situation, c'est le concept de retrait. Il se trouve que le plastique, en se solidifiant, voit son volume légèrement diminuer. Donc ça pose des gros problèmes de cote, etc. Et ça, c'est un autre concept organisateur. Donc vous avez 2 concepts, à mon avis, principaux. Vous avez des problèmes, je vais y revenir. Vous avez des opérations. Alors les opérations, c'est pas addition-soustraction, mais on joue sur des températures, on joue sur des pressions, on joue sur des temps de pression, on joue sur des vitesses. Il y a une série d'opérations qui sont très identifiées et qui fonctionnent généralement en plus ou moins. Il y a des situations. Alors, le gros avantage, à mon avis, de la théorie des champs conceptuels, c'est que ça permet d'établir des classes de situations
en fonction du problème qui est posé et d'ordonner ces classes de situation en termes de difficultés croissantes. Et à mon avis, c'est la raison pour laquelle c'est une théorie du développement. Parce qu'on voit bien comment, dans un ensemble, il y a toute une série de classes de situations et qu'on peut les ordonner en termes de difficultés croissantes. Alors les problèmes, si vous voulez, les problèmes qu'on a mis en scène sur le simulateur, c'est les défauts sur les produits. Et les défauts sur les produits, vous avez en fait 4 couples de défauts. Ils vont toujours par 2, il y en a en plus et en moins. Vous avez, lié à l'injection, c'est striage, brûlure. C'est des termes de métier, ça. Vous avez manque et bavure, c'est-à-dire que ou bien il y a trop de matière qui est passée, ou bien il n'y en a pas assez. Manque et bavure. Vous avez, alors on avait utilisé une boîte avec un fond et un couvercle, donc il y avait des problèmes de serrage, ou bien la boîte est trop serrée, on ne peut pas l'ouvrir, ou bien elle n'est pas assez serrée, et le couvercle ne tient pas. Bon, bref, vous avez 4 couples de défauts qui vont 2 par 2. Alors ça reste encore très descriptif. Ce que je voudrais surtout montrer, dire, c'est que vous avez 2 types de problèmes. Vous avez des problèmes simples, pour lesquels un défaut est généré par un seul paramètre d'action, une seule variable. Alors ça peut être plusieurs variables successives quand on cherche, mais il y a toujours une relation binaire entre le défaut et la cause de ce défaut, la variable. Et puis vous avez, à côté de ces problèmes simples, vous avez des problèmes, alors c'est pas complexe qu'il faut dire, c'est compensé. C'est-à-dire que dans ce cas-là, plusieurs variables, on en avait identifié 8 variables au total, plusieurs variables interagissent entre elles, de sorte que le résultat peut être un défaut, plusieurs défauts, ou même pas de défaut du tout, mais avec une machine qui est mal réglée. Et ces problèmes sont évidemment les plus compliqués. Alors ce qui veut dire que quand on regarde un peu, quand on analyse, on s'aperçoit bien qu'il y a des classes de problèmes. Ces classes de problèmes correspondent à des niveaux de conceptualisation. Il y a un premier niveau où on a affaire à des problèmes simples, une variable, un défaut. Les problèmes compensés, il y en a 3 sortes. Il y en a qui mobilisent simplement le concept de bourrage. Il y en a qui mobilisent le couple bourrage et retrait. Et il y en a qui ajoutent à ça des conditions générales comme la température, comme l'usure des pièces, etc. Autrement dit, vous avez 4 niveaux de conceptualisation qui sont requis pour traiter tous les problèmes. La modalité, maintenant, comment on peut piloter, comment les régleurs pilotent ça? Eh bien, il y a 2 manières de faire. La première manière consiste à utiliser une courbe des pressions. Sur l'écran, on appelle une courbe des pressions que je vais vous montrer. La voilà. Qui est donc une représentation, un outil cognitif opératif, dirait Janine Rogalski, une représentation abstraite sur laquelle on peut s'appuyer pour effectuer le réglage. Car vous pouvez, enfin bon, je ne vais pas entrer dans les détails bien sûr, mais les 5 variables principales, on peut les identifier et les mesurer grâce à cette courbe. Alors ça c'est une première manière de piloter, c'est un pilotage par la courbe. Il y a une deuxième manière de piloter qui est le pilotage par les défauts. C'est-à-dire qu'on regarde quel est le défaut qui apparaît, on pense dans sa tête, parce qu'on a toute une série de connaissances, de règles d'action, si c'était le défaut, alors il faut agir en priorité sur telle variable, et on agit comme ça jusqu'à ne plus avoir de défaut. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, parce que je ne veux quand même pas... c'est un peu ésotérique pour peut-être les gens, mais enfin bon voilà, c'était un peu... Alors maintenant on va passer à la deuxième étape. 15 ans après, Jean-François me sollicite en disant écoute, moi j'aimerais bien, il y avait quand même, j'avais observé 13 régleurs qui avaient traité plus de 100 problèmes et j'avais tous les protocoles. Donc ça t'intéressait.
on a constitué une équipe pluridisciplinaire, et avec, je vous dis, l'objectif principal, c'était modéliser, mais moi, c'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était, j'étais pas très très satisfait de l'analyse de l'activité que j'avais pu faire à partir de la première recherche, et je me demandais si, grâce au travail qu'on allait faire, j'allais pouvoir revenir sur cette analyse de l'activité. Alors, je parlerai que, et encore, je ne vais pas présenter le système des contraintes, il faut laisser l'auteur le faire. Je vais simplement dire comment moi je l'ai compris et comment je l'ai utilisé. D'abord, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on part des opérations, on part de l'activité. Et on prend, ligne par ligne, chacune des opérations qui a été faite. On effectue un codage, alors effectivement un codage avec prise d'information, opération. On a toujours sur toutes les lignes la prise d'information et l'opération, une opération pouvant être un réglage, mais aussi une autre prise d'information. Alors ce qui m'intéressait surtout dans le système des contraintes, c'était une hypothèse qu'avait bien développée Jean-François, à savoir que les régleurs, même quand ils se trompent, mobilisent implicitement des règles d'action. Même quand ils se trompent, ils mobilisent des règles d'action et le but, ça va être d'identifier, de repérer ces règles d'action. Alors c'était un gros travail. Il a commencé par prendre les protocoles les plus simples. Pas les plus simples forcément, mais les plus clairs, en essayant d'identifier à partir de là les règles d'action. Et on s'est accroché ensuite aux protocoles ou aux régleurs qui étaient un peu les plus difficiles pour essayer, et à chaque fois on a essayé d'identifier toutes les règles d'action. Alors avec un résultat, c'est qu'il y a 3 types de règles d'action dans ces cas-là. Il y a des règles d'action qui portent sur la gestion de la tâche. Après un réglage, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prend de l'information ? Est-ce qu'on prend de l'information sur la courbe ou on prend de l'information sur les défauts ? Donc toutes les règles d'action portant sur la gestion de la tâche. Il y a deuxièmement les règles d'action qui portent sur les réglages. Si j'ai tel défaut, je vais en priorité agir sur telle variable. Et là, il y a des connaissances locales que les régleurs possèdent tous. Et puis il y avait troisièmement, par moments, certaines heuristiques. Par exemple, ne pas recommencer une opération parce qu'on s'est aperçu qu'elle détruisait, elle rendait la situation plus difficile, ou alors il y avait une petite astuce qui venait du simulateur, à savoir que nous, on avait travaillé par état. Donc on avait en fait pour chaque variable 3 états, plus, égal, moins. Et si par exemple la température était déjà à son maximum et que le régleur essayait de la monter, il y avait un message qui lui disait « vous n'avez pas le droit de faire ça ». Donc il se rendait compte assez souvent que dans ce cas-là, il avait tout intérêt à la baisser, une heuristique. Alors, bon, moi ensuite je reviens à ce qui m'intéressait, c'est-à-dire est-ce qu'on pouvait à partir de là analyser l'activité des régleurs, et avec leurs différences. On s'est rendu compte qu'il y avait des règles d'action, il y avait un grand nombre, mais qu'il y avait des macro-règles, à savoir qu'on pouvait dire qu'un régleur utilisait un type de stratégie. Il avait une manière de faire qui était régulière, organisée, enfin au moins, il y avait parfois peut-être quelques petites exceptions, et du coup ça permettait d'identifier la stratégie qui mobilisait. Et c'est un peu ça que je voudrais montrer en terminant. Je ne sais plus combien il me reste de temps, ça va ? Oui, encore ça va. 5 Bon. minutes. Oui. Alors, j'étais parti moi au départ de l'hypothèse qu'il y avait en fait 2 grands types de stratégies, la conduite par la courbe et la conduite par les défauts. Donc on appelait ça là, C ou D. Et bien on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de stratégies pures de type C et D. Très peu. Il y en avait un pour D et il y en avait une pour C. C'est tout. Et tous les autres régleurs, c'est-à-dire 11 sur 13, utilisaient une stratégie CD. C'est-à-dire qu'ils pilotaient en essayant de composer
que devenaient les défauts, et en même temps en utilisant la courbe. Alors, je crois, bon ça je vous ai montré les 4 coupes de défauts, vous voyez, striage d'oulure, cassure, tassure, serrage fort et faible et manque et bavure, avec les principales causes, mais qui pour certains défauts compliqués ne sont pas uniques. Problème de compensation. Alors voilà les stratégies des régleurs, bon les noms c'est C, L, J, bon j'avais donné des prénoms, Charles. Alors Charles il pilote par la courbe, c'est le seul. C'est-à-dire que lui, il se règle sur la courbe, et quand il y a encore un défaut et qu'il a bien réglé la courbe, à ce moment-là, il fait un petit essai pour trouver les défauts. J'ai noté à chaque fois, il avait une bonne connaissance des paramètres de la courbe et une bonne connaissance moyenne des paramètres hors courbe. D. Pilotage par les défauts, c'est un monsieur qu'on a nommé Lucien. Il prend uniquement l'information sur les défauts et il agit sur la cause du défaut la plus probable. Il s'en sort assez bien parce qu'il a une très bonne connaissance des causes de base des défauts. Seulement, il n'est pas capable de traiter des problèmes de compensation. Alors, en plus de ça, les problèmes de compensation, moi j'avais donné comme consigne une consigne explicitement vague en disant vous arrêtez quand vous estimez que la solution est satisfaisante. Et ça a été interprété de 3 manières. Les uns considéraient que la solution était satisfaisante quand il n'y avait plus de défauts et plus de compensation. Autrement dit, la machine était bien réglée, il n'y avait plus de défauts. D'autres, quand il n'y avait plus de défauts, mais qu'il pouvait encore y avoir des compensations. Et les troisièmes, quand il n'y avait plus de défauts, inacceptables. En particulier, quand il y avait un petit serrage, ils trouvaient que ça allait, quoi. Donc, à partir de là, vous voyez, alors, bon, la stratégie la plus intéressante, c'est céder. Pilotage par la courbe et les défauts. Mais là, je me suis rendu compte que, en fait, il y avait une grande variété dans les stratégies CD des différents régleurs. Alors, pour aller très vite, en fait, on peut faire 3 classes. Vous avez ce qu'on pourrait appeler des pseudo-stratégies CD. C'est-à-dire que les gens connaissent très peu la courbe, ils ne savent pas bien la lire. Comme il y a toujours sur l'écran cette courbe, ils l'utilisent comme information, mais très vite, en fait, ils pilotent par les défauts, avec des petites incursions au niveau de la courbe. Donc, finalement, c'est une stratégie D. Il y avait ce que j'ai appelé une stratégie CD éclatée. C'est-à-dire que les régleurs pilotent à la fois par la courbe et par les défauts, et ils essaient de voir si les résultats pour chaque opération sont compatibles. Et s'ils trouvent une contradiction, on a à ce moment-là la règle de la situation dégradée, c'est-à-dire qu'ils reviennent à une stratégie de type D, défaut. Et ça, c'est la grande majorité des régleurs. Quand le problème n'est pas trop compliqué, ils ont une bonne stratégie CD. Mais quand ça devient compliqué, ils repèrent ce qu'ils considèrent, eux, comme une contradiction, et à ce moment-là, ils reviennent à une approche beaucoup plus empirique. Et puis, vous avez la stratégie CD intégrée. La stratégie CD intégrée, c'est des régleurs. Il y avait Jacques, là. On verra, il y en a un ou deux autres, qui sont capables de piloter à la fois avec la courbe et en observant les défauts, et qui ne perçoivent pas trop de contradictions. Seulement, voilà. Je vais prendre le petit exemple de Jacques. Jacques s'est trompé. Bon, il a une stratégie CD intégrée, c'est le meilleur régleur. Il est devenu ensuite le technicien dans l'entreprise. Bon. Il a fait 2 erreurs. Pour le premier problème et pour un des derniers. Le premier problème, c'était un serrage un peu léger. Alors là, vous avez, ça c'est vraiment le domaine professionnel, vous avez quelque chose qu'on trouve toujours dans les ateliers, dans les entreprises, c'est ce qu'ils appellent la loi des 80-20. C'est-à-dire 80% des problèmes rencontrés mobilisent 20% des ressources cognitives pour les résoudre. Et 20% des problèmes rencontrés mobilisent 80% des ressources cognitives. Alors lui, il avait fait l'hypothèse que ce petit serrage, c'était un problème simple. Donc il fait une première opération,
Il voit le résultat, il dit bon d'accord, je me suis fait avoir, et il revient à une stratégie CD intégrée. Et là, ça m'a ouvert les yeux sur une chose que je n'avais pas vue, c'est qu'il y avait un biais dans le choix des problèmes que j'avais retenus. Moi, j'avais fait un choix de problèmes de type 80-80. C'est-à-dire 80% des problèmes posés étaient des problèmes extrêmement difficiles. Et donc, lui, il a fait l'erreur une fois, il n'a pas recommencé. Il n'empêche que, tout à la fin de l'exercice, alors que lui, jusqu'à maintenant, il avait une stratégie vraiment intégrée, eh ben, il repère une contradiction, il est un peu perdu, et il revient à une stratégie de type D. Et pour moi, c'est un des résultats importants que je retiens, et en particulier la résolution de problèmes professionnels, c'est que la dimension empirique ne disparaît jamais. Il y a toujours, enfin, bon, alors on voit bien avec les stratégies où on s'occupe à la fois des défauts et en même temps d'une représentation abstraite, et puis quand on est devant des problèmes de plus en plus difficiles, ben, on revient à des stratégies beaucoup plus simplistes. J'ai vu le cas, alors c'était un peu différent quand on a fait notre recherche avec Renan Samuelsel dans le nucléaire, où là on a pu aussi repérer des situations où alors des ingénieurs chefs d'équipe se trouvaient en contradiction entre des exigences de sécurité et des exigences de démonstration. C'est-à-dire que les moniteurs leur disaient vous demandez un arrêt d'urgence, il faut démontrer, il faut argumenter. Le gars disait écoutez, vous m'avez mis dans une situation où il y a une fuite radioactive et on m'a enlevé les instruments pour la mesurer. Comment je fais, moi? Alors il y avait un des moniteurs qui lui disait c'est pas compliqué. Dans le circuit primaire, vous fermez les deux grosses vannes d'entrée et de sortie, vous regardez l'évolution du niveau d'eau, et puis comme ça vous pouvez mesurer votre fuite. Il lui a dit moi ça jamais de la vie, hein, parce que si j'ai un niveau déjà bas, c'est l'accident majeur, hein. On a la fusion du cœur. Donc là, c'est pas la peine. Vous avez là une part aussi d'empirique, une contradiction entre exigence de sécurité et puis résolution de problèmes. Parce que, en fait, un professionnel n'a pas pour fonction de résoudre des problèmes. Il a pour fonction de maîtriser des situations. Alors, dans la plupart des cas, c'est en résolvant le problème qu'il maîtrise les situations. Mais il peut y avoir des contradictions. Eh ben, une minute, bravo, oui, une minute. Oui. Hein, alors une minute. Un autre élément, c'est que qu'on peut aussi généraliser un peu pour les professionnels, c'est que si la part empirique ne disparaît jamais, on perçoit quand même qu'il y a de plus en plus d'importance qui est sur la représentation abstraite et conceptuelle. Et ça, il y a l'exemple de deux jeunes régleurs qui avaient une bonne formation mais relativement peu d'expérience, et je leur ai donné, je crois qu'il y avait 18 problèmes ou 17 problèmes à traiter, et on s'aperçoit qu'il y a une véritable évolution, un véritable développement dans leur stratégie. Il y en a un en particulier qui avait un BTS de plasturgie mais qui n'avait pas d'expérience ou très très peu d'expérience, un mois de réglage. Il commence par une stratégie D, il passe ensuite à une stratégie CD éclatée, et à la fin, les différents problèmes, il est dans une stratégie CD intégrée. Conclusion. Quand j'ai travaillé sur simulateur, je m'étais rendu compte que ce truc de plasturgie, on pouvait construire un simulateur. Je l'ai fait. Et ça m'avait aidé énormément pour faire une analyse de la tâche très précise et très argumentée, parce qu'on est obligé de prendre toutes les opérations. On est obligé de les prendre en compte, et on aboutit à une analyse de la tâche qui ne peut pas être simplement générale, mais qui est très précise. Eh bien, pour moi, l'approche par les contraintes a donné le même résultat concernant l'analyse de l'activité. En cherchant à extraire toutes les règles d'action qui permettent de comprendre comment fonctionnent des régleurs, ça, me semble-t-il, nous a amené à une analyse infiniment plus fine, plus précise, plus détaillée de l'activité des différents régleurs. Voilà. Merci.